En roulant les tristes pensées que je disais il y a un instant, j'étais entré dans la cour de l'hôtel de Guermantes, et dans ma distraction, je n'avais pas vu une voiture qui s'avançait. Au cri du Wattman, je n'eus que le temps de me ranger vivement de côté, et je reculai assez pour buter malgré moi contre les pavés assez mal équarris derrière lesquels était une remise. Mais au moment où, me remettant d'aplomb, je posai mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s'évanouit devant la même félicité qu'à diverses époques de ma vie m'avait donné la vue d'arbres que j'avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec, la vue des clochers de Martinville, la saveur d'une madeleine trempée dans une infusion, tant d'autres sensations dont j'ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m'avaient paru synthétiser. Comme au moment où je goûtais la madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel était dissipé. Ceux qui m'assaillaient tout à l'heure au sujet de la réalité de mes dons littéraires et même de la réalité de la littérature se trouvaient levés, comme par enchantement. Cette fois, je me promettais bien de ne pas me résigner à ignorer pourquoi, sans que j'eusse fait aucun raisonnement nouveau, trouvé aucun argument décisif, les difficultés insolubles tout à l'heure avaient perdu toute importance, comme je l'avais fait le jour où j'avais goûté d'une madeleine trempée dans une infusion. La félicité que je venais d'éprouver était bien, en effet, la même que celle que j'avais éprouvée en mangeant la madeleine, et dont j'avais alors ajourné de rechercher les causes profondes. La différence, purement matérielle, était dans les images évoquées. Un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d'éblouissantes lumières tournoyaient près de moi, et, dans mon désir de les saisir, sans oser plus bouger que quand je goûtais la saveur de la madeleine en tâchant de faire parvenir jusqu'à moi ce qu'elle me rappelait, je restais, quitte à faire rire la foule innombrable des Wattmen, à tituber, comme j'avais fait tout à l'heure, un pied sur le pavé plus élevé, l'autre pied sur le pavé plus bas. Chaque fois que je refaisais, rien que matériellement, ce même pas, il me restait inutile. Mais si je réussissais, oubliant la matinée guermante, à retrouver ce que j'avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau la vision éblouissante et indistincte me frôlait, comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage, si tu en as la force, et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. » Et presque tout de suite, je le reconnus. C'était Venise, dont mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne m'avaient jamais rien dit, et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur 2 dalles inégales du baptistère de Saint-Marc m'avait rendue, avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient restées dans l'attente, à leur rang, d'où un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir dans la série des jours oubliés. De même, le goût de la petite Madeleine m'avait rappelé Combray. Mais pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles, à l'un et à l'autre moment, donné une joie pareille à une certitude, et suffisante sans autre preuve à me rendre la mort indifférente? Tout en me le demandant et en étant résolu aujourd'hui à trouver la réponse, j'entrai dans l'hôtel de Guermantes, parce que nous faisons toujours passer avant la besogne intérieure que nous avons à faire le rôle apparent que nous jouons et qui, ce jour-là, était celui d'un invité. Mais arrivé au premier étage, un maître d'hôtel me demanda d'entrer un instant dans un petit salon-bibliothèque attenant au buffet, jusqu'à ce que le morceau qu'on jouait fût achevé, la princesse ayant défendu qu'on ouvrît les portes pendant son exécution. Or, à ce moment même, un second avertissement vint renforcer celui que m'avaient donné les pavés inégaux et m'exhorter à persévérer dans ma tâche. Un domestique, en effet, venait, dans ses efforts infructueux pour ne pas faire de bruit, de cogner une cuillère contre une assiette. Le même genre de félicité que m'avaient donné les dalles inégales m'envahit. Les sensations étaient de grande chaleur encore, mais toutes différentes,
mêlée d'une odeur de fumée, apaisée par la fraîche odeur d'un cadre forestier. Et je reconnus que ce qui me paraissait si agréable était la même rangée d'arbres que j'avais trouvée ennuyeuse à observer et à décrire, et devant laquelle, débouchant la canette de bière que j'avais dans le wagon, je venais de croire un instant, dans une sorte d'étourdissement, que je me trouvais, tant le bruit identique de la cuillère contre l'assiette m'avait donné, avant que j'eusse eu le temps de me ressaisir, l'illusion du bruit du marteau d'un employé qui avait arrangé quelque chose à une roue de train pendant que nous étions arrêtés devant ce petit bois. Alors on eût dit que les signes qui devaient ce jour-là me tirer de mon découragement et me rendre la foi dans les lettres avaient à cœur de se multiplier. Car un maître d'hôtel depuis longtemps au service du prince de Guermantes m'ayant reconnu et m'ayant apporté dans la bibliothèque où j'étais pour m'éviter d'aller au buffet un choix de petits fours, un verre d'orangeade, je m'essuyais la bouche avec la serviette qu'il m'avait donnée. Mais aussitôt, comme le personnage des Mille et une nuits qui, sans le savoir, accomplit précisément le rite qui fait apparaître, visible pour lui seul, un docile génie prêt à le transporter au loin, une nouvelle vision d'azur passa devant mes yeux. Mais il était pur et salin. Il se gonfla en mamelles bleuâtres. L'impression fut si forte que le moment que je vivais me sembla être le moment actuel, plus hébété que le jour où je me demandais si j'allais vraiment être accueilli par la princesse de Guermantes ou si tout n'allait pas s'effondrer. Je croyais que le domestique venait d'ouvrir la fenêtre sur la plage et que tout m'invitait à descendre me promener le long de la digue à marée haute. La serviette que j'avais prise pour m'essuyer la bouche avait précisément le genre de raideur et d'empesée de celle avec laquelle j'avais eu tant de peine à me sécher devant la fenêtre le premier jour de mon arrivée à Balbec. Et maintenant, devant cette bibliothèque de l'hôtel de Guermantes, elle déployait, répartie dans ses plis et dans ses cassures, le plumage d'un océan vert et bleu comme la queue d'un paon. Et je ne jouissais pas que de ces couleurs, mais de tout un instant de ma vie qui les soulevait, qui avait été sans doute aspiration vers elles, dont quelques sentiments de fatigue ou de tristesse m'avaient peut-être empêché de jouir à Balbec, et qui maintenant, débarrassé de ce qu'il y a d'imparfait dans la perception extérieure, pur et désincarné, me gonflaient d'allégresse. Le morceau qu'on jouait pouvait finir d'un moment à l'autre et je pouvais être obligé d'entrer au salon. Aussi je m'efforçais de tâcher de voir clair le plus vite possible dans la nature des plaisirs identiques que je venais, par 3 fois en quelques minutes, de ressentir, et ensuite de dégager l'enseignement que je devais en tirer. Sur l'extrême différence qu'il y a entre l'impression vraie que nous avons eue d'une chose et l'impression factice que nous nous en donnons quand volontairement nous essayons de nous la représenter, je ne m'arrêtais pas. Me rappelant trop avec quelle indifférence relative Swann avait pu parler autrefois des jours où il était aimé, parce que sous cette phrase, il voyait autre chose qu'eux, et de la douleur subite que lui avait causée la petite phrase de Vinteuil en lui rendant ces jours eux-mêmes, tels qu'il les avait jadis sentis, je comprenais trop que ce que la sensation des dalles inégales, la raideur de la serviette, le goût de la madeleine avaient réveillé en moi, n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais souvent à me rappeler de Venise, de Balbec, de Combray, à l'aide d'une mémoire uniforme. Et je comprenais que la vie pût être jugée médiocre, bien qu'à certains moments elle parût si belle, parce que dans le premier cas, c'est sur toute autre chose qu'elle-même, sur des images qui ne gardent rien d'elle qu'on la juge et qu'on la déprécie. Tout au plus notai-je, accessoirement, que la différence qu'il y a entre chacune des impressions réelles, différence qui explique qu'une peinture uniforme de la vie ne puisse être ressemblante, tenait probablement à cette cause, que la moindre parole que nous avons dite à une époque de notre vie, le geste le plus insignifiant que nous avons fait, était entouré, portait sur lui le reflet des choses qui logiquement ne tenaient pas à lui, en ont été séparées par
l'intelligence qui n'avait rien à faire d'elle pour les besoins du raisonnement, mais au milieu desquels, ici, reflet rose du soir sur le mur fleuri d'un restaurant champêtre, sensation de faim, désir des femmes, plaisir du luxe, là, volute bleue de la mer matinale enveloppant des phrases musicales qui en émergent partiellement comme les épaules des ondines, le geste, l'acte le plus simple reste enfermé comme dans 1000 vases clos dont chacun serait rempli de choses d'une couleur, d'une odeur, d'une température absolument différente. Sans compter que ces vases, disposés sur toute la hauteur de nos années pendant lesquelles nous n'avons cessé de changer, fût-ce seulement de rêve et de pensée, sont situés à des altitudes bien diverses et nous donnent la sensation d'atmosphères singulièrement variées. Il est vrai que ces changements, nous les avons accomplis insensiblement. Mais entre le souvenir qui nous revient brusquement et notre état actuel, de même qu'entre deux souvenirs d'années, de lieux, d'heures différentes, la distance est telle que cela suffirait, en dehors même d'une originalité spécifique, à les rendre incomparables les uns aux autres. Oui, si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a pu contracter aucun lien, jeter aucun chaînon entre lui et la minute présente, s'il est resté à sa place, à sa date, s'il a gardé ses distances, son isolement dans le creux d'une vallée ou à la pointe d'un sommet, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau, précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois, cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis, et qui nous pourrait donner cette sensation profonde de renouvellement que s'il avait été respiré déjà. Car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Et au passage, j'ai remarqué qu'il y aurait dans l'œuvre d'art que je me sentais prêt déjà, sans m'y être consciemment résolu à entreprendre, de grandes difficultés. Car j'en devrais exécuter les parties successives dans une matière en quelque sorte différente. Elle serait bien différente, celle qui conviendrait au souvenir de matin au bord de la mer, de celle de l'après-midi à Venise. Une matière distincte, nouvelle, d'une transparence, d'une sonorité spéciale, compacte, fraîchissante et rose. Et différente encore si je voulais décrire les soirs de Rivebelle où, dans la salle à manger ouverte sur le jardin, la chaleur commençait à se décomposer, à retomber, à se déposer, où une dernière lueur éclairait encore les roses sur les murs du restaurant, tandis que les dernières aquarelles du jour étaient encore visibles au ciel. Je glissai rapidement sur tout cela, plus impérieusement sollicité que j'étais de chercher la cause de cette félicité, du caractère de certitude avec lequel elle s'imposait, recherche ajournée autrefois. Or, cette cause, je la devinais en comparant entre elles ces diverses impressions bienheureuses, et qui avaient entre elles ceci de commun, que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans le moment éloigné, où le bruit de la cuillère sur l'assiette, l'inégalité des dalles, le goût de la madeleine allaient jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais, au vrai. L'être qui alors goûtait en moi cette impression, la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien, et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extratemporel. Un être qui n'apparaissait que quand, par une de ces identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine, puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel. Par conséquent, insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Cet être-là n'était jamais venu à moi, ne s'était jamais manifesté qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent.
Seul, il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. Et peut-être si tout à l'heure je trouvais que Bergotte avait jadis dit faux en parlant des joies de la vie spirituelle, c'était parce que j'appelais vie spirituelle à ce moment-là des raisonnements logiques qui étaient sans rapport avec elle, avec ce qui existait en moi à ce moment, exactement comme j'avais pu trouver le monde et la vie ennuyeux parce que je les jugeais d'après des souvenirs sans vérité, alors que j'avais un tel appétit de vivre, maintenant que venait de renaître en moi, à 3 reprises, un véritable moment du passé. Rien qu'un moment du passé? Beaucoup plus, peut-être. Quelque chose qui, commun à la fois au passé et au présent, est beaucoup plus essentiel que d'eux. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce que, au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu, par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation. Bruit de la fourchette et du marteau, même inégalité des pavés, à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact, avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus. L'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur. L'être qui était rené en moi, quand avec un tel frémissement de bonheur j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuillère qui touche l'assiette et au marteau qui frappe sur la roue, à l'inégalité pour les pas des pavés de la cour de Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, cet être-là ne se nourrit que de l'essence des choses. En elle seulement il trouve sa subsistance, ses délices. Il languit dans l'observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter, dans la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé auxquels elle retire encore de leur réalité, ne conservant d'eux que ce qui convient à la fin utilitaire, étroitement humaine qu'elle leur assigne. Mais qu'un bruit déjà entendu, qu'une odeur respirée jadis le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réel, sans être actuel, idéaux sans être abstraits, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi, qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne l'était pas autrement, s'éveille, s'anime, en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui-là, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir ? Mais ce trompe-l'œil qui mettait près de moi un moment du passé, incompatible avec le présent, ce trompe-l'œil ne durait pas. Certes, on peut prolonger les spectacles de la mémoire volontaire, qui n'engage pas plus de force de nous-mêmes que de feuilleter un livre d'images. Ainsi, jadis, par exemple, le jour où je devais aller pour la première fois chez la princesse de Guermantes, de la cour ensoleillée de notre maison de Paris, j'avais paresseusement regardé, à mon choix, tantôt la place de l'église à Combray ou la plage de Balbec, comme j'aurais illustré le jour qu'il faisait en feuilletant un cahier d'aquarelle prise dans les divers lieux où j'avais été et où, avec un plaisir égoïste de collectionneur, je m'étais dit, en cataloguant ainsi les illustrations de ma mémoire,
J'ai tout de même vu de belles choses dans ma vie. Alors ma mémoire affirmait sans doute la différence des sensations, mais elle ne faisait que combiner entre eux des éléments homogènes. Il n'en avait plus été de même dans les 3 souvenirs que je venais d'avoir, et où, au lieu de me faire une idée plus flatteuse de mon moi, j'avais au contraire presque douté de la réalité actuelle de ce moi. De même que le jour où j'avais trempé la madeleine dans l'infusion chaude au sein de l'endroit où je me trouvais, que cet endroit fût, comme ce jour-là, ma chambre de Paris, ou comme aujourd'hui en ce moment la bibliothèque du prince de Guermantes, un peu avant la cour de son hôtel, il y avait eu en moi, irradiant une petite zone autour de moi, une sensation. Goût de la madeleine trempée, bruit métallique, sensation de pas inégaux, qui était commune à cet endroit où je me trouvais, et aussi à un autre endroit, chambre de ma tante Léonie, wagon de chemin de fer, baptistère de Saint-Marc. Au moment où je raisonnais ainsi, le bruit strident d'une conduite d'eau tout à fait pareille à ces longs cris que parfois l'été les navires de plaisance faisaient entendre le soir au large de Balbec, me fit éprouver, comme me l'avait déjà fait une fois à Paris, dans un grand restaurant, la vue d'une luxueuse salle à manger à demi vide, estivale et chaude, bien plus qu'une sensation simplement analogue à celle que j'avais à la fin de l'après-midi à Balbec, quand toutes les tables étant déjà couvertes de leurs nappes et de leur argenterie, les vastes baies vitrées restant ouvertes tout en grand sur la digue, sans un seul intervalle, un seul plein de verre ou de pierre, tandis que le soleil descendait lentement sur la mer où commençaient à errer les navires. Je n'avais pour rejoindre Albertine et ses amis qui se promenaient sur la digue qu'à enjamber le cadre de bois à peine plus haut que ma cheville, dans la charnière duquel on avait fait, pour l'aération de l'hôtel, glisser toutes ensemble les vitres qui se continuaient. Ce n'était d'ailleurs pas seulement un écho, un double d'une sensation passée que venait de me faire éprouver le bruit de la conduite d'eau, mais cette sensation elle-même. Dans ce cas-là, comme dans tous les précédents, la sensation commune avait cherché à recréer autour d'elle le lieu ancien. Cependant que le lieu actuel, qui en tenait place, s'opposait de toute la résistance de sa masse à cette immigration dans un hôtel de Paris d'une plage normande ou d'un talus d'une voie de chemin de fer. La salle à manger marine de Balbec, avec son linge damassé préparé comme des nappes d'hôtel pour recevoir le coucher du soleil, avait cherché à ébranler la solidité de l'hôtel de Guermantes, d'en forcer les portes, et avait fait vaciller un instant les canapés autour de moi, comme elle avait fait un autre jour pour les tables d'un restaurant de Paris. Toujours, dans ces résurrections-là, le lieu lointain engendré autour de la sensation commune s'était accouplé un instant comme un lutteur au lieu actuel. Toujours le lieu actuel avait été vainqueur, toujours c'était le vaincu qui m'avait paru le plus beau. Et si bien que j'étais resté en extase sur le pavé inégal comme devant la tasse de thé, cherchant à maintenir au moment où ils apparaissaient, à faire réapparaître, dès qu'ils m'avaient échappé, ce Combray, cette Venise, ce Balbec envahissants et refoulés qui s'élevaient pour m'abandonner ensuite au sein de ces lieux nouveaux, mais perméables pour le passé. Et si le lieu actuel n'avait pas été aussitôt vainqueur, je crois que j'aurais perdu connaissance. Car ces résurrections du passé, dans la seconde qu'elles durent, sont si totales qu'elles n'obligent pas seulement nos yeux à cesser de voir la chambre qui est près d'eux pour regarder la voie bordée d'arbres ou la marée montante. Elles forcent nos narines à respirer l'air de lieux pourtant si lointains. Notre volonté à choisir entre les divers projets qu'ils nous proposent, notre personne tout entière à se croire entourée par eux, ou du moins à trébucher entre eux, et les lieux présents dans l'étourdissement d'une incertitude pareille à celle qu'on éprouve parfois devant une vision ineffable au moment de s'endormir. De sorte que ce que l'être par 3 et 4 fois ressuscité en moi venait de goûter, c'était peut-être bien des fragments d'existence soustraits au temps,
Mais cette contemplation, quoique d'éternité, était fugitive. Et pourtant je sentais que le plaisir qu'elle m'avait donné à de rares intervalles dans ma vie était le seul qui fût fécond et véritable. Le signe de l'irréalité des autres ne se montre-t-il pas assez, soit dans leur impossibilité à nous satisfaire, comme par exemple les plaisirs mondains qui causent tout au plus le malaise provoqué par l'ingestion d'une nourriture abjecte, ou celui de l'amitié qui est une simulation, puisque, pour quelque raison morale qu'il le fasse, l'artiste qui renonce à une heure de travail pour une heure de causerie avec un ami sait qu'il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n'existe pas. Les amis n'étant des amis que dans cette douce folie que nous avons au cours de la vie, à laquelle nous nous prêtons, mais que du fond de notre intelligence nous savons l'erreur d'un fou qui croirait que les meubles vivent et causeraient entre eux. Soit dans la tristesse qui suit leur satisfaction, comme celle que j'avais eue le jour où j'avais été présenté à Albertine de m'être donné un mal pourtant bien petit afin d'obtenir une chose, connaître cette jeune fille qui ne me semblait petite que parce que je l'avais obtenue. Même un plaisir plus profond, comme celui que j'aurais pu éprouver quand j'aimais Albertine, n'était en réalité perçu qu'inversement par l'angoisse que j'avais quand elle n'était pas là. Car quand j'étais sûr qu'elle allait arriver, comme le jour où elle était revenue du Trocadéro, je n'avais pas cru éprouver plus qu'un vague ennui, tandis que je m'exaltais de plus en plus au fur et à mesure que j'approfondissais le bruit du couteau ou le goût de l'infusion avec une joie croissante pour moi qui avait fait entrer dans ma chambre la chambre de ma tante Léonie, et à sa suite tout Combray et ses deux côtés. Aussi, cette contemplation de l'essence des choses, j'étais maintenant décidé à m'attacher à elle, à la fixer. Mais comment? Par quels moyens? Sans doute au moment où la raideur de la serviette m'avait rendu Balbec et pendant un instant avait caressé mon imagination, non pas seulement de la vue de la mer telle qu'elle était ce matin-là, mais de l'odeur de la chambre, de la vitesse du vent, du désir de déjeuner, de l'incertitude entre les diverses promenades, tout cela attaché à la sensation du large, comme les ailes des roues à aube dans leur course vertigineuse. Sans doute, au moment où l'inégalité des deux pavés avait prolongé des images desséchées et nues que j'avais de Venise et de Saint-Marc, dans tous les sens et dans toutes les dimensions, de toutes les sensations que j'y avais éprouvées, raccordant la place à l'église, l'embarcadère à la place, le canal à l'embarcadère, et à tout ce que les yeux voient du monde de désir qui n'est réellement vu que de l'esprit. J'avais été tenté, sinon à cause de la saison, d'aller me promener sur les eaux pour moi, surtout printanières de Venise, du moins de retourner à Balbec. Mais je ne m'arrêtais pas un instant à cette pensée. Non seulement je savais que les pays n'étaient pas tels que leur nom me les peignait et qui avaient été le leur quand je me les représentais. Il n'y avait plus guère que dans mes rêves, en dormant, qu'un lieu s'étendait devant moi, fait de la pure matière entièrement distincte des choses communes qu'on voit, qu'on touche. Mais même en ce qui concernait ces images d'un autre genre encore, celles du souvenir, je savais que la beauté de Balbec, je ne l'avais pas trouvée quand j'y étais allé. Et celle même qu'il m'avait laissée, celle du souvenir, ce n'était plus celle que j'avais retrouvée à mon second séjour. J'avais trop expérimenté l'impossibilité d'atteindre dans la réalité ce qui était au fond de moi-même. Ce n'était pas plus sur la place Saint-Marc que ça n'avait été à mon second voyage à Balbec ou à mon retour à Tansonville pour voir Gilberte que je retrouverais le temps perdu. Et le voyage que me proposait une fois de plus l'illusion que ces impressions anciennes existaient hors de moi-même, au coin d'une certaine place, ne pouvait être le moyen que je cherchais.
Je ne voulais pas me laisser leurrer une fois de plus, car il s'agissait pour moi de savoir enfin s'il était vraiment possible d'atteindre ce que, toujours déçu comme je l'avais été en présence des lieux et des êtres, j'avais, bien qu'une fois la pièce pour concert de Vinteuil eût semblé me dire le contraire, cru irréalisable. Je n'allais donc pas tenter une expérience de plus dans la voie que je savais depuis longtemps ne menait à rien. Des impressions telles que celles que je cherchais à fixer ne pouvaient que s'évanouir au contact d'une jouissance directe qui a été impuissante à les faire naître. La seule manière de les goûter davantage, c'était de tâcher de les connaître plus complètement, là où elles se trouvaient, c'est-à-dire en moi-même, de les rendre clairs, jusque dans leur profondeur. Je n'avais pu connaître le plaisir à Balbec, pas plus que celui de vivre avec Albertine, lequel ne m'avait été perceptible qu'après coup. Et si je faisais la récapitulation des déceptions de ma vie, en tant que vécu, qui me faisait croire que sa réalité devait résider ailleurs qu'en l'action, et ne rapprochait pas d'une manière purement fortuite et en suivant les vicissitudes de mon existence, des désappointements différents, je sentais bien que la déception du voyage, la déception de l'amour n'étaient pas des déceptions différentes, mais l'aspect varié que prend, selon le fait auquel il s'applique, l'impuissance que nous avons à nous réaliser dans la jouissance matérielle, dans l'action effective. Et repensant à cette joie extratemporelle causée soit par le bruit de la cuillère, soit par le goût de la madeleine, je me disais, était-ce cela ce bonheur proposé par la petite phrase de la sonate à Swann qui s'était trompé en l'assimilant au plaisir de l'amour et n'avait pas su le trouver dans la création artistique? Ce bonheur que m'avait fait pressentir comme plus supraterrestre encore que n'avait fait la petite phrase de la sonate l'appel rouge et mystérieux de ce septuor que Swann n'avait pu connaître, étant mort, comme tant d'autres, avant que la vérité faite pour eux eût été révélée. D'ailleurs, elle n'eût pu lui servir, car cette phrase pouvait bien symboliser un appel, mais non créer des forces et faire de Swann l'écrivain qu'il n'était pas. Cependant, je m'avisais au bout d'un moment, et après avoir pensé à ces résurrections de la mémoire, que d'une autre façon, des impressions obscures avaient quelquefois et déjà à Combray, du côté de Guermantes, sollicité ma pensée, à la façon de ces réminiscences, mais qui cachaient non une sensation d'autrefois, mais une vérité nouvelle. Une image précieuse que je cherchais à découvrir par des efforts du même genre que ceux qu'on fait pour se rappeler quelque chose. Comme si nos plus belles idées étaient comme des airs de musique qui nous reviendraient sans que nous les eussions jamais entendus et que nous nous efforcerions d'écouter et de transcrire. Je me souvins avec plaisir, parce que cela me montrait que j'étais déjà le même alors, et que cela recouvrait un trait fondamental de ma nature. Avec tristesse aussi, en pensant que, depuis lors, je n'avais jamais progressé. Que déjà à Combray, je fixais mon attention devant mon esprit quelque image qui m'avait forcé à la regarder. Un nuage, un triangle, un clocher, une fleur, un caillou. En sentant qu'il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir. Une pensée qu'il traduisait à la façon de ces caractères hiéroglyphes qu'on croirait représenter seulement des objets matériels. Sans doute, ce déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelques vérités à lire. Car les vérités que l'intelligence saisit directement à claire-voie dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond, de moins nécessaire que celles que la vie a malgré nous a communiquées en une impression matérielle parce qu'elle est entrée par nos sens, mais dont nous pouvons dégager l'esprit. En somme,
Dans ce cas, comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'impressions comme celle que m'avait donnée la vue des clochers de Martinville ou de réminiscences comme celle de l'inégalité des deux marches ou le goût de la Madeleine, il fallait tâcher d'interpréter les sensations comme les signes d'autant de lois et d'idées, en essayant de penser, c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j'avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu'était-ce autre chose que faire une œuvre d'art? Et déjà les conséquences se pressaient dans mon esprit, car qu'il s'agit de réminiscences dans le genre du bruit de la fourchette ou du goût de la Madeleine, ou de ces vérités écrites à l'aide de figures dont j'essayais de chercher le sens dans ma tête, ou clocher, herbe folle, elles composaient un grimoire compliqué et fleuri. Leur premier caractère était que je n'étais pas libre de les choisir, qu'elles m'étaient données telles quelles. Et je sentais que ce devait être la griffe de leur authenticité. Je n'avais pas été chercher les 2 pavés de la cour où j'avais buté, mais justement la façon fortuite, inévitable dont la sensation avait été rencontrée contrôlait la vérité d'un passé qu'elle ressuscitait, des images qu'elle déclenchait puisque nous sentons son effort pour remonter vers la lumière, que nous sentons la joie du réel retrouvé. Elle est le contrôle de la vérité de tout le tableau fait d'impressions contemporaines, qu'elle ramène à sa suite avec cette infaillible proportion de lumière et d'ombre, de relief et d'omission, de souvenir et d'oubli, que la mémoire ou l'observation consciente ignoreront toujours. Le livre intérieur de ces signes inconnus, de signes en relief semble-t-il que mon attention explorant mon inconscient allait chercher, heurtait, contournait comme un plongeur qui sonde. Pour sa lecture, personne ne pouvait m'aider d'aucune règle, cette lecture consistant en un acte de création où nul ne peut nous suppléer, ni même collaborer avec nous. Aussi, combien se détourne de l'écrire, que de tâches n'assume-t-on pas pour éviter celle-là? Chaque événement, que ce fût l'affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Il voulait assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avait pas le temps de penser à la littérature. Mais ce n'était que des excuses, parce qu'il n'avait pas ou plus de génie, c'est-à-dire d'instinct. Car l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. Seulement les excuses ne figurent point dans l'art, les intentions n'y sont pas comptées. À tout moment l'artiste doit écouter son instinct, ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école de la vie, et le vrai jugement dernier. Ce livre, le plus pénible de tous à déchiffrer, est aussi le seul que nous ait dicté la réalité, le seul dont l'impression ait été faite en nous par la réalité même. De quelque idée laissée en nous par la vie qu'il s'agisse, sa figure matérielle, trace de l'impression qu'elle nous a faite, est encore le gage de sa vérité nécessaire. Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible. Leur élection est arbitraire. Le livre au caractère figuré, non tracé par nous, est notre seul livre. Non que les idées que nous formons ne puissent être justes logiquement, mais nous ne savons pas si elles sont vraies. Seule l'impression, si chétive qu'en semble la matière, si invraisemblable la trace, est un critérium de vérité. Et à cause de cela, mérite seule d'être appréhendée par l'esprit, car elle est seule capable, s'il sait en dégager cette vérité, de l'amener à une plus grande perfection et de lui donner une pure joie. L'impression est pour l'écrivain ce qu'est
l'expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le savant, le travail de l'intelligence précède, et chez l'écrivain vient après. Ce que nous n'avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel. Ce qui était clair avant nous n'est pas à nous. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Et comme l'art recompose exactement la vie autour de ces vérités qu'on a atteintes en soi-même, flotte une atmosphère de poésie, la douceur d'un mystère qui n'est que la pénombre et que nous avons traversé. Un rayon oblique de couchant me rappelle instantanément un temps auquel je n'avais jamais repensé et où dans ma petite enfance, comme ma tante Léonie avait une fièvre que le docteur Percepied avait craint typhoïde, on m'avait fait habiter une semaine la petite chambre que Lalie avait sur la place de l'église et où il n'y avait qu'une sparterie par terre et à la fenêtre un rideau de percale, bourdonnant toujours d'un soleil auquel je n'étais pas habitué. Et en voyant comme le souvenir de cette petite chambre d'ancienne domestique ajoutait tout d'un coup à ma vie passée une longue étendue si différente du reste et si délicieuse, je pensais par contraste au néant d'impression qu'avaient apporté dans ma vie les fêtes les plus somptueuses dans les hôtels les plus princiers. La seule chose un peu triste dans cette chambre de Lalie était qu'on y entendait le soir à cause de la proximité du viaduc, les ululements des trains. Mais comme je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées, ils ne m'épouvantaient pas, comme aurait pu le faire à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée. Ainsi j'étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nullement libres devant l'œuvre d'art, que nous ne la faisons pas à notre gré, mais que, préexistant à nous, nous devons à la fois parce qu'elle est nécessaire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de la nature, la découvrir. Mais cette découverte que l'art pouvait nous faire, n'était-elle pas, au fond, celle de ce qui devrait nous être le plus précieux, et de ce qui nous reste d'habitude à jamais inconnu, notre vraie vie, la réalité telle que nous l'avons sentie et qui diffère tellement de ce que nous croyons, que nous sommes emplis d'un tel bonheur quand le hasard nous en apporte le souvenir véritable. Je m'en assurais par la fausseté même de l'art prétendu réaliste et qui ne serait pas si mensonger si nous n'avions pas pris dans la vie l'habitude de donner à ce que nous sentons une expression qui en diffère tellement et que nous prenons au bout de peu de temps pour la réalité même. Je sentais que je n'aurais pas à m'embarrasser des diverses théories littéraires qui m'avaient un moment troublé, notamment celles que la critique avait développées au moment de l'affaire Dreyfus et avait reprises pendant la guerre, et qui tendaient à faire sortir l'artiste de sa tour d'ivoire, à traiter de sujets non frivoles ni sentimentaux, à peindre de grands mouvements ouvriers, et à défaut de foule, à tout le moins non plus, d'insignifiants oisifs. J'avoue que la peinture de ces inutiles m'indiffère assez, disait Bloch, mais de nobles intellectuels et des héros. D'ailleurs, même avant de discuter leur contenu logique, ces théories me paraissaient dénoter chez ceux qui les soutenaient une preuve d'infériorité. Comme un enfant vraiment bien élevé qui entend des gens chez qui on l'a envoyé déjeuner dire « Nous avons tout, nous sommes francs », sans que cela dénote une qualité morale inférieure à la bonne action pure et simple, qui ne dit rien. L'art véritable n'a que faire de tant de proclamations et s'accomplit dans le silence. D'ailleurs, ceux qui théorisaient ainsi employaient des expressions toutes faites qui ressemblaient singulièrement à celles d'imbéciles qu'ils flétrissaient. Et peut-être est-ce plutôt à la qualité du langage qu'au genre d'esthétique qu'on peut juger du degré auquel a été porté le travail intellectuel et moral. Mais inversement, cette qualité du langage, et même pour étudier les lois du caractère, on le peut aussi bien en prenant un sujet sérieux ou frivole.
comme un prosecteur peut aussi bien étudier celle de l'anatomie sur le corps d'un imbécile que sur celui d'un homme de talent. Les grandes lois morales, aussi bien que celles de la circulation du sang ou de l'élimination rénale, diffèrent peu selon la valeur intellectuelle des individus, dont croient pouvoir se passer les théoriciens. Ceux qui admirent les théoriciens croient facilement qu'elles ne prouvent pas une grande valeur intellectuelle, valeur qu'ils ont besoin pour la discerner, de voir exprimée directement et qui n'induisent pas de la beauté d'une image. D'où la grossière tentation pour l'écrivain d'écrire des œuvres intellectuelles. Grande indélicatesse. Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. Encore cette dernière ne fait-elle qu'exprimer une valeur, qu'au contraire en littérature le raisonnement logique diminue. On raisonne, c'est-à-dire on vagabonde. Chaque fois qu'on n'a pas la force de s'astreindre à faire passer une impression par tous les états successifs qui aboutiront à sa fixation, à l'expression de sa réalité. La réalité à exprimer résidait, je le comprenais maintenant, non dans l'apparence du sujet, mais dans le degré de pénétration de cette impression à une profondeur où cette apparence importait peu, comme le symbolisait ce bruit de cuillère sur une assiette, cette raideur empesée de la serviette, qui m'avait été plus précieux pour mon renouvellement spirituel que tant de conversations humanitaires, patriotiques, internationalistes. Plus de style, avais-je entendu dire alors, plus de littérature, de la vie. On peut penser combien même les simples théories de M. de Norpois contre les joueurs de flûte avaient refleuri depuis la guerre. Car tous ceux qui, n'ayant pas le sens artistique, c'est-à-dire la soumission à la réalité intérieure, peuvent être pourvus de la faculté de raisonner à perte de vue sur l'art, pour peu qu'ils soient, par surcroît, diplomates ou financiers, mêlés aux réalités du temps présent, croient volontiers que la littérature est un jeu de l'esprit destiné à être éliminé de plus en plus dans l'avenir. Quelques-uns voulaient que le roman fût une sorte de défilé cinématographique des choses. Cette conception était absurde. Rien ne s'éloigne plus de ce que nous avons perçu en réalité qu'une telle vue cinématographique. Justement, comme en entrant dans cette bibliothèque, je m'étais souvenu de ce que les Goncourt disent des belles éditions originales qu'elle contient, je m'étais promis de les regarder tant que j'étais enfermé ici. Et tout en poursuivant mon raisonnement, je tirais un à un, sans trop y faire attention du reste, les précieux volumes, quand au moment où j'ouvris distraitement l'un d'eux, François le Champy, de George Sand. Je me sentis désagréablement frappé, comme par quelque impression trop en désaccord avec mes pensées actuelles, jusqu'au moment où, avec une émotion qui alla jusqu'à me faire pleurer, je reconnus combien cette impression était d'accord avec elle. Telle, à l'instant que, dans la chambre mortuaire, les employés des pompes funèbres se préparent à descendre la pierre, le fils d'un homme qui a rendu des services à la patrie, serrant la main aux derniers amis qui défilent, si tout à coup retentit sous les fenêtres une fanfare, se révolte, croyant à quelque moquerie dont on insulte son chagrin. Puis, lui, qui est resté maître de soi jusque-là, ne peut plus retenir ses larmes lorsqu'il vient de comprendre que ce qu'il entend, c'est la musique d'un régiment qui s'associe à son deuil et rend honneur à la dépouille de son père. Tel, je venais de reconnaître la douloureuse impression que j'avais éprouvée en lisant le titre d'un livre dans la bibliothèque du prince de Guermantes, titre qui m'avait donné l'idée que la littérature nous offrait vraiment ce monde du mystère que je ne trouvais plus en elle. Et pourtant, ce n'était pas un livre bien extraordinaire. C'était François le Champy. Mais ce nom-là, comme le nom de Guermantes, n'était pas pour moi comme ceux que j'avais connus depuis. Le souvenir de ce que m'avait
semblait inexplicable dans le sujet de François Le Champy, tandis que maman me lisait le livre de George Sand, était réveillée par ce titre, aussi bien que le nom de Guermantes, quand je n'avais pas vu les Guermantes depuis longtemps, contenait pour moi tant de féodalité, comme François Le Champy l'essence du roman, et se substituait pour un instant à l'idée fort commune de ce que sont les romans berrichons de George Sand. Dans un dîner, quand la pensée reste toujours à la surface, j'aurais pu sans doute parler de François Le Champy et des Guermantes sans que ni l'un ni l'autre fussent ceux de Combray. Mais quand j'étais seul, comme en ce moment, c'était une profondeur plus grande que j'avais plongé. À ce moment-là, l'idée que telle personne dont j'avais fait la connaissance dans le monde était la cousine de Madame de Guermantes, c'est-à-dire d'un personnage de Lanterne magique, me semblait incompréhensible. Et tout autant que les plus beaux livres que j'avais lus fussent, je ne dis pas même supérieurs, ce qu'ils étaient pourtant, mais égaux à cet extraordinaire François Le Champy. C'était une impression d'enfance bien ancienne, où mes souvenirs d'enfance et de famille étaient tendrement mêlés et que je n'avais pas reconnu tout de suite. Je m'étais, au premier instant, demandé avec colère quel était l'étranger qui venait me faire mal, et l'étranger, c'était moi-même. C'était l'enfant que j'étais alors, que le livre venait de susciter en moi. Car de moi, ne connaissant que cet enfant, c'est cet enfant que le livre avait appelé tout de suite, ne voulant être regardé que par ses yeux, aimé que par son cœur, et ne parler qu'à lui. Aussi, ce livre que ma mère m'avait lu haut à Combray, presque jusqu'au matin, avait-il gardé pour moi tout le charme de cette nuit-là. Certes, la plume de George Sand, pour prendre une expression de Brichot, qui aimait tant à dire qu'un livre était écrit d'une plume alerte, ne me semblait pas du tout comme elle avait paru si longtemps à ma mère avant qu'elle modelât lentement ses goûts littéraires sur les miens, une plume magique. Mais c'était une plume que, sans le vouloir, j'avais électrisée, comme s'amusent souvent à faire les collégiens, et voici que 1000 riens de Combray, et que je n'apercevais plus depuis longtemps, sautaient légèrement d'eux-mêmes et venaient à la queue leu se suspendre au bec aimanté en une chaîne interminable et tremblante de souvenirs. Certains esprits qui aiment le mystère veulent croire que les objets conservent quelque chose des yeux qui le regardèrent, que les monuments et les tableaux ne nous apparaissent que sous le voile sensible que leur ont tissé l'amour et la contemplation de tant d'adorateurs pendant des siècles. Cette chimère deviendrait vraie s'il la transposait dans le domaine de la seule réalité pour chacun, dans le domaine de sa propre sensibilité. Oui, en ce sens-là seulement, mais il est bien plus grand, une chose que nous avons regardée autrefois, si nous la revoyons, nous rapporte avec le regard que nous y avons posé toutes les images qui le remplissaient alors. C'est que les choses, un livre sous sa couverture rouge comme les autres, sitôt qu'elles sont perçues par nous, deviennent en nous quelque chose d'immatériel, de même nature que toutes nos préoccupations ou nos sensations de ce temps-là, et se mêlent indissolublement à elles. Tel nom lu dans un livre autrefois contient entre ses syllabes le vent rapide et le soleil brillant qu'il faisait quand nous le lisions, dans la moindre sensation apportée par le plus humble aliment, l'odeur du café au lait, nous retrouvons cette vague espérance d'un beau temps qui si souvent nous sourit quand la journée était encore intacte et pleine dans l'incertitude du ciel matinal. Une heure est un vase rempli de parfums, de sons, de moments, d'humeurs variées, de climats. De sorte que la littérature qui se contente de décrire les choses, d'en donner seulement un misérable relevé de lignes et de surfaces, est celle qui, tout en s'appelant réaliste, est la plus éloignée de la réalité.
celle qui nous appauvrit et nous attriste le plus, car elle coupe brusquement toute communication de notre moi présent avec le moi passé, dont les choses gardaient l'essence et l'avenir, où elle nous incite à le goûter de nouveau. C'est elle que l'art, digne de ce nom, doit exprimer. Et s'il échoue, on peut encore tirer de son impuissance un enseignement, tandis qu'on n'en tire aucun des réussites du réalisme, à savoir que cette essence est en partie subjective et incommunicable. Bien plus, une chose que nous vîmes à une certaine époque, un livre que nous lûmes ne reste pas uni à jamais seulement à ce qu'il y avait autour de nous, il le reste aussi fidèlement à ce que nous étions alors. Il ne peut plus être repassé que par la sensibilité, par la personne que nous étions alors. Si je reprends, même par la pensée, dans la bibliothèque François Le Champy, immédiatement en moi un enfant se lève, qui prend ma place, qui seul a le droit de lire ce titre, François Le Champy, et qui le lit comme s'il le lut alors, avec la même impression du temps qu'il faisait dans le jardin, les mêmes rêves qu'il formait alors sur les pays et sur la vie, la même angoisse du lendemain. Que je revois une chose d'un autre temps, c'est un autre jeune homme qui se lèvera. Et ma personne d'aujourd'hui n'est qu'une carrière abandonnée qui croit que tout ce qu'elle contient est pareil et monotone, mais d'où chaque souvenir, comme un sculpteur de Grèce, tire des statues innombrables. Je dis chaque chose que nous revoyons, car les livres se comportant dans cela comme des choses, la manière dont leur dos s'ouvrait, le grain du papier peut avoir gardé en lui un souvenir aussi vif de la façon dont j'imaginais alors Venise et du désir que j'avais d'y aller que les phrases même des livres. Plus vif même, car celles-ci gênent parfois, comme ces photographies d'un être devant lesquelles on se le rappelle moins bien qu'en se contentant de penser à lui. Certes, pour bien des livres de mon enfance, et hélas pour certains livres de Bergotte lui-même, quand un soir de fatigue il m'arrivait de les prendre, ce n'était pourtant que comme j'aurais pris un train dans l'espoir de me reposer par la vision de choses différentes et en respirant l'atmosphère d'autrefois. Mais il arrive que cette évocation recherchée se trouve entravée, au contraire, par la lecture prolongée du livre. Il en est un de Bergotte, qui dans la bibliothèque du prince portait une dédicace d'une flagornerie et d'une platitude extrême, lu jadis en entier un jour d'hiver où je ne pouvais voir Gilberte et où je ne peux réussir à retrouver les pages que j'aimais tant. Certains mots me feraient croire que ce sont elles, mais c'est impossible. Où serait donc la beauté que je leur trouvais? Mais du volume lui-même, la neige qui couvrait les Champs-Élysées le jour où je le lus n'a pas été enlevée. Je la vois toujours. Et c'est pour cela que, si j'avais été tenté d'être bibliophile, comme l'était le prince de Guermantes, je ne l'aurais été que d'une façon, mais de façon particulière. Comme celle qui recherche cette beauté indépendante de la valeur propre d'un livre et qui lui vient pour les amateurs de connaître les bibliothèques par où il a passé, de savoir qu'il fut donné à l'occasion de tel événement par tel souverain, tel homme célèbre, de l'avoir suivi de vente en vente à travers sa vie. Cette beauté historique, en quelque sorte, d'un livre ne serait pas perdue pour moi, mais c'est plus volontiers de l'histoire de ma propre vie. C'est-à-dire, non pas en simple curieux que je la dégagerais, et ce serait souvent non pas à l'exemplaire matériel que je l'attacherais, mais à l'ouvrage, comme à ce François Le Champy contemplé pour la première fois dans ma petite chambre de Combray, pendant la nuit peut-être la plus douce et la plus triste de ma vie, où j'avais, hélas, dans un temps où me paraissaient bien inaccessibles les mystérieux Guermantes, obtenu de mes parents une première abdication d'où je pouvais faire dater le déclin de ma santé, de mon vouloir, mon renoncement, chaque jour aggravé,
à une tâche difficile, et retrouvée aujourd'hui dans la bibliothèque des Guermantes précisément par le jour le plus beau, et dont s'éclairaient soudain non seulement les tâtonnements anciens de ma pensée, mais même le but de ma vie, et peut-être de l'art. Pour les exemplaires eux-mêmes des livres, j'eusse été d'ailleurs capable de m'y intéresser dans une acception vivante. La première édition d'un ouvrage m'eût été plus précieuse que les autres, mais j'aurais entendu par elle l'édition où je le lus pour la première fois. Je rechercherai les éditions originales, je veux dire celles où j'eus de ce livre une impression originale, car les impressions suivantes ne le sont plus. Je collectionnerai pour les romans les reliures d'autrefois, celles du temps où je lus mes premiers romans et qui entendaient tant de fois papa me dire « Tiens-toi droit », comme la robe où nous vîmes pour la première fois une femme. Elle m'aiderait à retrouver l'amour que j'avais alors, la beauté sur laquelle je superposais tant d'images, de moins en moins aimées, pour pouvoir retrouver la première. Moi qui ne suis pas le moi qu'il ait vu, et qui doit céder la place au moi que j'étais alors, afin qu'il appelle la chose qu'il connut, et que mon moi d'aujourd'hui ne connaît point. La bibliothèque que je composerais ainsi serait même d'une valeur plus grande encore, car les livres que je lus jadis à Combray, à Venise, enrichis maintenant par ma mémoire de vastes enluminures représentant l'église Saint-Hilaire, la gondole amarrée au pied de Saint-Georges le Majeur sur le grand canal, incrustée de scintillants saphirs, serait devenue digne de ces livres à images, bibles historiées, que l'amateur n'ouvre jamais pour lire le texte, mais pour s'enchanter une fois de plus des couleurs qui a ajouté quelque émule de Fouquet et qui font tout le prix de l'ouvrage. Et pourtant, même n'ouvrir ces livres, lus autrefois que pour regarder les images qui ne les ornaient pas, alors me semblerait encore si dangereux que, même en ce sens, le seul que je puisse comprendre, je ne serais pas tenté d'être bibliophile. Je sais trop bien combien ces images laissées par l'esprit sont aisément effacées par l'esprit. Aux anciennes, il en substitue de nouvelles qui n'ont plus le même pouvoir de résurrection. Et si j'avais encore le François le Champy que maman sortit un soir du paquet de livres que ma grand-mère devait me donner pour ma fête, je ne le regarderai jamais. J'aurais trop peur d'y insérer peu à peu de mes impressions d'aujourd'hui, couvrant complètement celles d'autrefois. J'aurais trop peur de le voir devenir à ce point une chose du présent que, quand je lui demanderais de susciter une fois encore l'enfant qui déchiffra son titre dans la petite chambre de Combray, l'enfant, ne reconnaissant pas son accent, ne répondit plus à son appel et resta pour toujours enterré dans l'oubli.